Alors bienvenue, donc cette table ronde elle a été montée par le CT Énergie. J'ai vu que le cercle thématique défense avait fait un peu sa promo, donc je vais le faire aussi un petit peu aussi. Donc je suis copilote du CT Énergie avec notamment Théo qui est là-bas. Donc le CT Énergie c'est un collectif des shifters donc, qui regroupe des bénévoles qui ont envie de se former, d'échanger, de produire des travaux autour des enjeux énergétiques et de soutenir le Shift Project. Donc, par exemple, cette année, le CT Énergie a beaucoup contribué au site web Comprendre 2050, avec notamment le Shift Project, l'ADEME, Negawatt. Voilà, on a un groupe de travail aussi qui travaille sur le rebouclage matière des scénarios de transition et qui va contribuer donc, à la prochaine version du PTBF. Alors donc je remercie toute l'équipe du CT Énergie qui a contribué à la préparation de cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction et mise en contexte parce que donc on est sur un sujet qui est assez technique et l'idée c'est de pouvoir le rendre au maximum accessible à tous. Donc voilà, je vais vous introduire le sujet avant de vous présenter nos intervenants et de commencer la discussion. Donc voilà, l'évolution du mix énergétique français. Donc aujourd'hui en France, notre énergie est majoritairement composée d'énergie fossile à 60%. Pour décarboner notre économie, on va avoir besoin donc à la fois de réduire la quantité d'énergie consommée, mais aussi d'électrifier davantage nos usages, donc d'électrifier la mobilité, les bâtiments, l'industrie. Et donc, voilà, au total, tous les scénarios de prospective aujourd'hui, quasiment, pensent qu'il faudra augmenter notre production d'électricité totale d'ici 2050. Alors aujourd'hui, notre énergie, elle est majoritairement produite à partir d'énergie nucléaire, d'hydraulique, puis éolien, gaz et solaire. Aujourd'hui, il y a un consensus aussi scientifique au niveau de tous les acteurs de la prospective sur le fait qu'il va falloir augmenter la part d'éolien et de solaire dans le mix électrique français. Pourquoi donc, comment on explique ça? C'est qu'aujourd'hui, le parc nucléaire, il est vieillissant. Il atteindra sa fin de vie d'ici 2040 à 2060. Et pour des raisons d'inertie de la filière industrielle, on ne sera pas capable de renouveler le parc de toute façon au même niveau de capacité. Donc aujourd'hui, tous les scénarios, dont le PTBF, tous les scénarios, même ceux qui visent sur une relance du nouveau nucléaire, préconisent donc une augmentation de la part d'éolien et de solaire. En fait, c'est les seules énergies qui peuvent répondre à cette contrainte d'ici 2035 pour anticiper l'avieillissement du parc et assurer du coup cette production d'électricité qui va augmenter. Alors plus d'éolien, plus de solaire, donc ça veut dire plus d'énergie variable sur le réseau. Et donc ça va apporter de nouveaux challenges au réseau. Pour que le réseau électrique fonctionne correctement, il faut qu'il y ait un équilibre à chaque instant entre l'électricité qui est produite et l'électricité qui est consommée. Et donc pour ça, avec plus d'éolien, plus de solaire, ça va être de nouveaux challenges. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de solutions de flexibilité pour pouvoir faire face à la variabilité de l'éolien et du solaire. À savoir aussi qu'il y a aussi une contrainte en termes de stabilité de la fréquence du réseau, qui aujourd'hui est gérée donc par l'inertie et la régulation des machines tournantes, notamment celles des centrales nucléaires, et par des batteries. Mais qui ne sont pas des batteries de stockage, qui sont des batteries qu'on appelle de service système. Donc ce sont des batteries de faible capacité qui permettent de réguler, de stabiliser la fréquence en faisant des absorptions et renvois d'énergie. Donc c'est important à comprendre la petite différence avec les batteries de stockage dont on va parler un petit peu plus tard. C'est celles qui sont aujourd'hui en support au réseau. Alors, quelles solutions de flexibilité on utilise aujourd'hui face à la variabilité des énergies renouvelables? Aujourd'hui, c'est quand même majoritairement le parc nucléaire qui gère sa modulation, même s'il n'est pas fait pour ça, qui gère la flexibilité de l'éolien et du solaire. Par contre, ça amène des contraintes quand même techniques au parc nucléaire.
Bon, il y a bien sûr la possibilité d'utiliser les centrales à gaz, mais bon, c'est pas ce qu'on recommande, enfin ce qu'on souhaite en tout cas en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de dépendance énergétique. Ils en ont parlé tout à l'heure sur la conférence sur la défense. On utilise aussi donc notre parc hydraulique, mais on est limité en capacité. On a bien sûr des interconnexions avec les pays voisins, donc qui fonctionnent aussi très bien, mais pareil, on est aussi limité en termes de capacité de complémentarité avec les pays voisins. Et on a donc un phénomène qu'on observe en tout cas de plus en plus, qui est donc l'écrêtement de la production photovoltaïque et éolien. Donc voilà, je vais vous l'illustrer un petit peu. En fait, là, ici, on a des courbes qui viennent d'un site web qui s'appelle Ecodemix, qui est visible, consultable à tout moment, qui permet en fait de voir comment évolue la production d'électricité en France. Donc, on veut voir par exemple en jaune, donc voilà, la production nucléaire qui est majoritaire. En gris, tout en bas, on a les exportations. En bleu, le parc hydraulique. En bleu foncé tout en haut. Et ensuite, donc on voit par exemple, donc là c'était le week-end dernier, le week-end de l'Ascension, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et donc on peut voir en orange les espèces de têtes de chat qui représentent la production solaire. Donc voilà le début de la production. Puis à midi, on voit que une partie de la production solaire est stoppée et ensuite qu'elle est reprise en fin de journée. Alors, on a décidé sur cette table ronde de faire un focus sur la variabilité de la production solaire, parce qu'on a vu, c'est quand même une production qui est assez prédictible. Donc, on pense peut-être qu'il pourrait y avoir des solutions un peu plus optimales à mettre en place. Et puis, comme on est à Montpellier, quand même dans un bassin du solaire assez important, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire l'université à Montpellier sans parler de solutions pour développer le solaire. Et donc, on va parler de nouvelles solutions de flexibilité à développer, et notamment donc, de la flexibilité de la demande. Donc, en fait, est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer aussi un peu plus les habitudes de consommation pour pouvoir consommer au bon moment? Et on va parler donc de batteries pour le stockage. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Khalid Radouane, qui est vice-président Nouvelles Technologies pour EDF Renouvelables. Jean-Philippe Bonnet, qui est directeur adjoint stratégie et prospective pour RTE. Bruno Bouteille, qui est président de Cirea, qui est un fournisseur d'énergie solaire à Castres. Et Théo André, qui est responsable flexibilité et marché de l'électricité pour France Renouvelable. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Jean-Philippe, pour commencer, une petite question sur le réseau. Comment, finalement, dimensionner le réseau électrique pour intégrer plus d'énergie renouvelable ? Est-ce qu'il faut le dimensionner à la pointe de la production ENR, ou alors est-ce qu'il y a une optimisation à trouver ? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, c'est le réseau à haute et très haute tension. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, se raccordent à 90% sur les réseaux de distribution. Donc, chez Enedis, plus largement, ou d'autres distributeurs locaux. Donc vous pouvez vous dire, en fait, que vient faire RTE dans cette histoire, puisque l'énergie renouvelable va être produite localement, elle va être consommée localement. En fait, non, pas vraiment, puisque ces énergies renouvelables se développent aussi majoritairement dans des territoires ruraux, où la consommation est finalement assez peu dense, et où la production renouvelable n'est pas non plus totalement en phase avec les rythmes de consommation. Donc le réseau, effectivement, très rapidement, s'est imposé, y compris les réseaux de transport, comme un formidable outil de solidarité entre les territoires, entre des territoires plutôt ruraux qui avaient du potentiel pour produire à partir d'énergie solaire, à partir d'énergie éolienne, et qui aujourd'hui sont de plus en plus alternativement excédentaires en électricité ou déficitaires en électricité en fonction de l'heure et de la saison. J'ai aussi tendance souvent à utiliser cette image de dire ce réseau électrique, notre réseau électrique français, il a été développé, sa grande époque, c'est l'après-guerre, il a été développé un peu comme l'ORTF, vous savez, ce système des médias où il y avait un émetteur unique qui diffusait l'électricité jusque dans tous les recoins du territoire.
Aujourd'hui, on est passé un peu dans le monde de l'Internet où n'importe quel territoire, même n'importe quel particulier, peut devenir lui-même émetteur de messages sur ce réseau parce qu'il va avoir des panneaux solaires qui vont produire plus que sa consommation. Donc le réseau peut effectivement jouer ce rôle-là, mais dans une certaine limite. La question, c'est est-ce qu'on peut accueillir partout et tout le temps les énergies renouvelables correspondant au projet ou à ce que les territoires peuvent produire. Et ce serait déraisonnable à la fois sur le plan technique, sur le plan économique. Développer un réseau électrique, ça a un coût, ça consomme des matières, ça a un impact environnemental. Et donc, tout le travail qu'on mène en lien avec les fédérations de producteurs, avec les acteurs des énergies renouvelables, depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, consiste à bien placer les curseurs. Donc, est-ce qu'on peut accueillir les énergies renouvelables partout ? Non, mais nous avons développé une approche de planification coordonnée à travers des schémas régionaux qui permettent effectivement de dire où est-ce qu'il y a du potentiel, où est-ce qu'il y a des gisements possibles, où est-ce qu'il est utile de développer le réseau électrique. Et nous donnons de la visibilité aux opérateurs des énergies renouvelables en disant voilà, dans 5 ans, dans 6 ans, nous aurons créé un point d'accueil à tel et tel endroit sur lequel vous pouvez raccorder vos parcs. Donc vous pouvez aussi développer des parcs à cet endroit-là. Et il y a des seuils, c'est-à-dire qu'on a même la réglementation maintenant à sanctuariser le fait qu'au-delà d'un certain volume de coûts par mégawatt, on ne va pas forcément desservir un territoire si c'est trop coûteux d'aller développer le réseau. Et puis l'autre dimension, c'est la dimension temporelle, c'est effectivement de se dire est-ce qu'il faut que le réseau soit dimensionné pour pouvoir accueillir le pic extrême, supposons un territoire où il y a du potentiel éolien un petit peu, du potentiel solaire, de la consommation. Qu'est-ce qui se passe si le réseau n'est pas suffisamment dimensionné ? À un moment, il se peut qu'il y ait une conjonction particulière, consommation basse, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et il faut évacuer beaucoup de production d'électricité. Le réseau dépasse sa capacité, ça disjoncte. Et à ce moment-là, on perd l'énergie renouvelable, puisque tout a disjoncté, mais on perd aussi toute la consommation. Le territoire n'a plus d'électricité, il y a un blackout. Ça, ce n'est pas acceptable. Pour autant, est-ce qu'il faut développer le réseau pour être capable de fonctionner sur ce point extrême dont la probabilité d'occurrence est faible ? Sans doute pas. Et donc, nous avons développé une approche dite en termes d'ingénieur, de dimensionnement optimal, consistant à accepter qu'à certains moments dans l'année, on puisse ne pas être capable d'accueillir toute la production renouvelable pour justement ne pas trop développer le réseau et avoir la bonne taille. Et donc, ça conduit ensuite à se dire qu'est-ce qu'on fait cette électricité ? Est-ce qu'elle est perdue et comment on fait pour finalement ne perdre que la strict minimum au bon moment ? Ou alors, est-ce qu'on a des solutions de flexibilité permettant de la réutiliser plus tard ou pour d'autres usages ? Donc ça renvoie effectivement à toutes ces questions-là. D'accord, merci. Et Bruno Bouteille, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous avez un avis sur le sujet en tant qu'opérateur, en tant que fournisseur d'énergie solaire, sur justement ce dimensionnement du réseau ? Oui, merci. En fait, je voudrais rectifier un point. Nous, on n'est pas fournisseur d'énergie solaire. On est fabricant de solutions de pilotage énergétique et par effet induit de solutions de stockage. Et nous, en fait, on a appris notre métier en travaillant sur des réseaux isolés, principalement sur des zones comme en Afrique, dans des pays qui avaient nécessité d'alimentation électrique et sur lesquels la problématique du pilotage et de l'équilibre en fait, entre la production et la consommation, elle est essentielle. Ça a été bien défini par Jean-Philippe. La question est quel est le niveau d'acceptation que l'on tolère en fait, au niveau d'énergie renouvelable sur le réseau. En fait, EDF, ils ont aussi l'expérience. En fait, il n'y a pas que le réseau métropolitain, il y a aussi les îles. Et on sait très bien dans les îles qu'après, derrière, avec 30% en fait, de pénétration d'énergie renouvelable, surtout sur les îles, on a de très fortes intermittences nuageuses, on peut avoir des baisses brutales de production ENR. Et à ce moment-là, comme on est sur des réseaux thermiques, la résilience du réseau thermique, l'hystérésis du réseau thermique, il peut difficilement prendre la relève à ce moment-là. Donc si on n'a pas des solutions, soit d'écrêtage, soit de stockage, donc des solutions de pilotage, à un moment donné, on peut avoir une rupture, c'est clair. Voilà. Donc après, tout dépend où on place les jalons. Moi, je dirais qu'au départ, c'est que le législateur, ou le régulateur,
il n'a pas imposé les contraintes qu'il fallait. Je veux dire, on dit qu'à un moment donné, on va avoir de la perte d'énergie quand on écrète. Mais bon, il faut se remettre aussi dans le contexte. Il y a 10 ans, un panneau photovoltaïque, il coûtait 3 € du crête, enfin 3 € du kilowatt crête. Aujourd'hui, il coûte 20 centimes. Donc le coût du kilowattheure produit par un panneau solaire, c'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc qu'on en écrète un petit peu, moi ça me semble pas, enfin voilà, un anathème, hein. Enfin, quelque part, voilà. Donc il y a cela. Ensuite, après, derrière, effectivement, on peut parler du stockage. Voilà, en fait, il y a multiples façons d'intégrer plus d'énergie renouvelable. Et ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'on a des pays qui visent cela. Et en fait, après, derrière, il y a aussi des solutions technologiques. Parce qu'aujourd'hui, si on doit parler technologie, bon, je vais faire simple quand même. On a deux typologies, par exemple sur les solaires. Sur le solaire, on a des onduleurs, d'ailleurs majoritairement en provenance de Chine, qui sont des injecteurs de puissance, c'est-à-dire qu'ils se synchronisent sur la fréquence. La fréquence, c'est l'image de la charge du réseau. Et donc, ils se synchronisent sur la fréquence et ils injectent de la puissance. Ce qui veut dire que s'il y a une variabilité importante, soit à la production, soit à la consommation, eh bien, en fait, ils vont se déconnecter et ils vont augmenter en fait, le déséquilibre du réseau. Il y a une autre technologie d'onduleurs, c'est principalement ceux qu'on utilisait sur les smart grids ou sur les réseaux isolés, qui sont des onduleurs qui, eux, en fait, qu'on appelle des grid forming, qui génèrent en fait, le réseau électrique et qui fonctionnent en fait, comme un générateur, comme un groupe électrogène. Et derrière, s'ils sont accouplés à des batteries, lorsqu'à un moment donné la fréquence baisse parce qu'on a trop de consommation sur le réseau, ils sont capables de fournir de la puissance complémentaire et d'équilibrer le réseau. À tel point qu'on a des pays comme les États-Unis ou en fait, l'Australie qui visent à déployer massivement ce type de technologie-là pour avoir du 100% solaire. Voilà. Ok. Alors justement, dans toutes ces solutions de flexibilité, voilà, on a vu qu'il existait quand même plein de choses, mais comment les hiérarchiser, lesquelles prioriser finalement pour pouvoir optimiser l'intégration des énergies renouvelables? Peut-être Jean-Philippe Bonnet, si vous avez un avis sur la question. Alors, sur la question, c'est effectivement, nous, on a vocation à être agnostique vis-à-vis des solutions de flexibilité. RTE appelle de ses voeux le développement de ces solutions, parce qu'effectivement, elles présentent un avantage. Alors, à la fois pour le réseau, ça c'est RTE, on a toujours cette dichotomie, on raisonne en termes de réseau, donc voilà, c'est ces tuyaux dans lesquels il faut faire passer l'électricité et il ne faut pas en faire passer trop, sinon ça ne marche plus. Et puis on a aussi la problématique qui a été bien illustrée par les courbes d'équilibre offre-demande. La question est de savoir est-ce qu'à tout moment on sait équilibrer la production nationale et la consommation nationale. Et vous pouvez rajouter à cette dimension-là ce qui a été évoqué effectivement par Bruno, c'est-à-dire finalement cette question de la stabilité du réseau, de la fréquence. On pourrait parler de l'inertie aussi, qui est encore une autre dimension et dont on sent qu'elle va fortement monter dans le débat public. On n'a pas encore les conclusions de ce qui s'est passé en Espagne, mais vraisemblablement, on va devoir reparler grid forming inertie suite à ça. Donc il y a effectivement plein de sujets qui sont embarqués. Sur la flexibilité, nous, ce qu'on dit, c'est que la flexibilité qui est probablement la plus efficace, la moins chère à aller chercher, c'est la flexibilité de la consommation. C'est-à-dire vis-à-vis d'énergies renouvelables intermittentes, tout ce qu'on peut faire en plaçant de la consommation qui elle-même est déplaçable en face de cette production, est une bonne chose. Donc d'où aussi ce qui est en train de se mettre en place par le régulateur, de généraliser les heures creuses dites méridiennes, donc des heures creuses qui soient systématiquement entre midi et 2 ou aux heures solaires pour favoriser la consommation de cette production solaire. Voilà. Au-delà de ça, effectivement, il y a des flexibilités à travers les batteries. Alors ça, on pourra en redire un mot, parce que les batteries, intuitivement, on dit que c'est l'ami du solaire, mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et puis, demain, à plus grande échelle, effectivement, c'était les discussions qu'on a pu avoir avec Negawatt, des flexibilités liées à des formes de stockage de plus longue durée, sous forme d'hydrogène ou de gaz vert, qui peuvent aussi offrir d'autres types de flexibilité. Théo André, est-ce que vous êtes d'accord sur cette vision ? Oui, tout à fait. Déjà, peut-être pour présenter France Renouvelable, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. On est une fédération de producteurs. On représente à peu près 400 entreprises qui travaillent dans les énergies renouvelables. On intègre toute la chaîne de valeur, à la fois les constructeurs de turbines, les producteurs, les exploitants, les maintenanciers, mais aussi les avocats, les banques, etc.
Et on a organisé sous forme de commission, de groupe de travail qui couvre tous les sujets. Et on a 23 administrateurs qui sont les dirigeants d'entreprises de la filière. Et notamment une commission de flexibilité. On a l'occasion de travailler avec RTE, Enedis, la CRE et la DGEC tous les jours. Sur la question de la hiérarchisation des flexibilités, alors ça serait un luxe de pouvoir choisir aujourd'hui lesquelles on pourrait choisir. On l'a vu sur les slides précédents, il faut les intercos, il faut la flexibilité de la production, de la conso, et également le stockage. Ce qui est sûr aujourd'hui, il y a différents types de flexibilité pour revenir sur ce que disait Monsieur Bonnet. Donc on a les flexibilités réseau, qu'on peut dire comme des flexibilités locales, qui cherchent à optimiser les infrastructures, et notamment ce dont mentionnait Jean-Philippe Bonnet. Nous, ça fait bien 5 ans qu'on accompagne RTE pour mettre ça en place avec les producteurs. Ça fonctionne très bien. Les ordres de grandeur, c'est quand même 7 milliards d'économies d'infrastructures pour 0,3% de l'énergie écrétée. Donc, comme le disait M. Bouteille, on peut se permettre d'écréter 0,3% d'une production pour 7 milliards d'économies. Techniquement, ça fonctionne bien. Les ordres, ils sont envoyés par RTE ou par Enedis. Et techniquement, les installations ENR savent se brider à la réception d'un ordre. Donc, c'est faisable. Les flexibilités du coup locales pour optimiser le réseau, on est en bon chemin et on va continuer à les développer. Et après, le gros enjeu, effectivement, là, c'est le mix énergétique et c'est les flexibilités à la maille du système électrique. Donc, je crois qu'on va reparler tout à l'heure des flexibilités des consos et du stockage. Les intercos, elles sont ce qu'elles sont et on va continuer à les développer, mais c'est pareil, c'est des infrastructures conséquentes. Ce qui concerne en tout cas du coup un bout qui reste, c'est les flexibilités de la production et notamment de la production renouvelable. Ce qui est certain, c'est que la part des énergies renouvelables en augmentant devient significative, et plus elles seront significatives, plus elles vont devoir rendre des services au réseau comme les autres énergies conventionnelles. Donc ça arrive petit à petit. Historiquement, quand les énergies renouvelables étaient marginales, on ne leur demandait pas grand-chose. On leur demandait surtout d'injecter tout le temps. Les contrats historiques avec l'État, d'ailleurs, c'était vous injectez tout le temps. Et avec la part des énergies renouvelables qui arrive, là, surtout très récemment, parce qu'aussi on est passé par la crise énergétique qui était aussi injecter tout ce que vous avez parce qu'on a besoin d'électricité. Voilà. Mais depuis un an et demi, on est dans une situation post-Covid où on a quand même la conso qui a baissé, le nucléaire est revenu après la crise de corrosion sous contrainte à un niveau très satisfaisant. Et on continuera à accorder des énergies renouvelables parce qu'il faut qu'on prenne la relève sur les années 2030-2035. Donc on est dans une situation avec beaucoup d'électricité sur le réseau. Et c'est un marché, donc l'offre et la demande. Et donc on arrive dans des situations où il y a plus d'offres que de demandes, donc des prix très bas, qui sont d'une certaine manière quelque chose de bénéfique pour le système électrique, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop bas. Mais en tout cas, on est dans des situations où on a trop d'électricité sur le réseau et où RTE est confronté à des situations où ils ont besoin d'offres à la baisse davantage qu'auparavant. Et donc ça, c'est une situation assez conjoncturelle, mais qu'il va falloir pérenniser. On a tout plein de nouvelles dispositions, notamment législatives, qui permettent à la fois de clarifier que c'est possible pour les énergies renouvelables, mais aussi les inciter à le faire. Les inciter à faire quoi ? À donner, entre guillemets, pour vulgariser, donner le moyen à RTE, après les marchés, à l'approche du temps réel, de venir piloter les centrales, à la baisse ou à la hausse, pour venir aller piloter l'équilibre offre-demande. Donc ça, c'est quelque chose qui, historiquement, était pas trop pertinent économiquement pour les ENR, ça devient de plus en plus, parce que piloter à la baisse ces centrales ENR, c'est pas très coûteux. Donc tout ça, ça se met en place. Il y a notamment la loi de finances 2025 qui a clarifié tout ça, et une autre loi récente qui oblige les installations de plus de 10 mégas à aller se placer sur ces mécanismes de flexibilité-là. Donc ça représente à peu près 1500 installations. Donc pour les ordres de grandeur, on était à 200 mégas encore avant ces lois-là. Là, aujourd'hui, on est à 2 gigas d'énergie renouvelable qui participent à ce mécanisme-là, qui permet à RTE de piloter ces centrales-là pour aller piloter l'équilibre offre-demande. Et ces 2 gigas-là, c'est avant l'obligation. Donc avec l'obligation, là, nous, on mobilise la filière. Ça représente à peu près 1500 installations aujourd'hui. Donc il y a un petit défi filière, quoi. Mais en quelques mois, d'ici 2026, on aura un gros gisement d'énergie renouvelable qui vont permettre de donner les clés à RTE de piloter l'équilibre offre-demande. Donc c'est un des moyens de flexibilité qu'on mobilise aujourd'hui.
Alors, on a parlé donc de cette flexibilité de la demande qui ne coûte rien, qui ne coûte pas de ressources, qui ne coûte pas trop d'investissements financiers. Aujourd'hui, on a quand même des heures pleines, heures creuses qui existent. Il va y avoir donc une mise à jour des heures pleines, heures creuses donc, sur la part réseau, comme présenté. Donc voilà, est-ce que les fournisseurs vont aussi adapter leurs tarifs pour justement augmenter ces différences de coûts pour inciter les consommateurs à finalement à consommer leur électricité différemment? Qu'est-ce que vous auriez comme solution pour faire changer les comportements? Est-ce que, par exemple, chez France Renouvelable, c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez? Oui, tout à fait. Alors, on reste à notre niveau, donc on ne va pas dire aux consommateurs ce qu'ils doivent faire, mais effectivement, il y a trois... Nous, on est persuadés que c'est les signaux économiques qui vont faire que les consommateurs vont consommer au bon moment. Et donc, qu'est-ce que c'est les signaux économiques? Finalement, c'est votre facture d'électricité, c'est notre facture d'électricité. Pour faire simple, comment elle est décomposée? En 3 tiers, les taxes, la production et l'acheminement. Donc, il faut inciter les consommateurs par des signaux économiques à consommer au bon moment. Donc, côté volet taxes, ça c'est dans la main de nos parlementaires, mais c'est le parallèle avec l'avion et le train, il est vraiment proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on taxe davantage l'électricité qui est produite sur notre sol, qui est bas carbone, plutôt que les énergies fossiles qu'on importe. Donc, on pourrait jouer sur ce levier-là de venir basculer les taxes sur avoir une fiscalité avantageuse pour l'électricité. Donc, premier volet sur la partie fiscalité. Sur la partie acheminement, qui est celle-ci que vous voyez là, donc la Commission de régulation de l'énergie a saisi le fait qu'on produit aujourd'hui beaucoup d'énergie bas carbone, abondante et peu chère vers midi, quand le photovoltaïque injecte beaucoup sur le réseau. Et donc, on vient changer les heures pleines, heures creuses historiques, qui, historiquement, c'était plutôt la nuit, où tous les ballons d'eau chaude sont enclenchés la nuit. La Commission de régulation de l'énergie va les basculer progressivement à midi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très favorable pour saisir le gisement de flexibilité des consommateurs. Basculer les ballons d'eau chaude, mais pas seulement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le dernier volet, c'est sur le prix de l'électricité. Et donc effectivement, il faut que les fournisseurs se saisissent de la question en offrant aux consommateurs des tarifs préférentiels, des tarifs super pic, par exemple à midi, ou pour inciter les consommateurs à recharger leur véhicule électrique, basculer tous leurs usages qui sont possibles de basculer à midi pour faire le bascule de charge. Et juste pour ça, c'est pas si simple à faire, parce qu'il faut aussi du coup, sans rentrer trop dans les détails, sur les marchés de l'électricité, il faut que les fournisseurs puissent acheter l'électricité à l'avance sur ces heures-là. Donc il faut créer des produits Sunpeak qu'on appelle sur les bourses, et que ces marchés-là soient suffisamment volatiles et que les fournisseurs s'en saisissent. Mais c'est des choses tout à fait faisables. Donc voilà, pour résumer, il y a les taxes, les heures pleines, heures creuses et les contrats de fourniture pour venir inciter les consommateurs à consommer au bon moment. Bruno Bouteille, donc vous proposez des solutions de pilotage donc pour l'autoconsommation photovoltaïque. Est-ce que ça peut être aussi une façon d'inciter les consommateurs à consommer différemment finalement? Déjà, un consommateur qui produit sa propre énergie, naturellement, il va regarder comment il la consomme. Je pense qu'il y a même déjà des personnes qui n'ont pas de système de pilotage et tout simplement vont décaler leur machine à laver le dimanche, au moment du pic solaire. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Après, c'est clair que de toute façon, si on veut avoir un effet massif, à un moment donné, il va falloir aussi que derrière, les tarifs qui deviennent de plus en plus variables, ces tarifs-là, ils auront une incidence pour l'usager à consommer différemment. Il faut quand même savoir aussi que nous, on a une très forte demande de clients industriels parce que en fait, on a des clients industriels qui achètent sur le marché l'électricité et qu'on a de plus en plus de périodes avec des tarifs négatifs. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent être rétribués à stocker de l'énergie au moment où en fait on a un pic de production et donc et de la reconsommer plus tard. Voilà. Donc, en fait, c'est au même titre qu'on aurait incité les producteurs d'énergie renouvelable par des tarifs variables,
au moment, en fait, de concert avec les problématiques du réseau, très certainement, en fait, que les développeurs de solutions solaires et de parcs solaires, ils auraient intégré du pilotage. Et ça commence à se faire maintenant. Mais bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait, quoi. Voilà. Voilà. Donc, pour mon avis, dès qu'un usager autoconsomme, de toute façon, il se soucie de comment il utilise son énergie et il essaye de l'utiliser au meilleur moment. Et donc, en conséquence, ça joue sur la stabilité du réseau et ça peut être que positif. Merci. Alors maintenant, je vous propose une petite vidéo d'une intervenante qu'on aurait beaucoup aimé avoir parce qu'on a trouvé son modèle assez intéressant. Donc, on va vous la partager quelques minutes. Bonjour, je suis Ondine, cofondatrice de MyLED 150. On a créé MyLED 150 avec une volonté très forte, celle de faire passer tous les ménages à l'électricité pour ensuite massivement baisser leur facture qui va devenir désormais complètement électrique. Pourquoi l'électricité ? C'est vraiment la solution pour la transition énergétique et pour sortir des énergies fossiles. Dans cette présentation, je vais vous expliquer tout notre écosystème et comment on arrive à tenir cette promesse. L'écosystème MyLED 150 repose sur 3 piliers. 1. Produire sa propre électricité. 2. La stocker et valoriser avec MySmart Battery l'intégralité de sa production. Et 3. Piloter. C'est absolument essentiel pour baisser durablement sa facture et décarboner sa consommation d'électricité. C'est un modèle à la fois intégré avec du matériel, l'électricité reste un flux physique, du logiciel et des algorithmes pour gérer les flux, et derrière de l'intelligence pour au quotidien faire baisser la facture. Près d'1 million de maisons françaises désormais produisent leur propre électricité solaire. La problématique, c'est de l'utiliser. En moyenne, les gens utilisent à peu près 50% de leur production d'énergie solaire pour baisser leur facture et pour leur consommation quotidienne. Avec la batterie virtuelle, MySmart Battery, l'offre que l'on propose, vous allez pouvoir valoriser 100% de votre électricité solaire. Alors comment ? C'est qu'on va compter tous les électrons qui sont produits. Certains vont être consommés sur place, c'est l'autoconsommation que l'on connaît tous, et d'autres vont, eux, passer par le réseau. En revanche, ils sont comptés et restitués aux consommateurs de manière complètement gratuite, en 1 pour 1. Et c'est ça qui permet de faire baisser massivement sa facture d'électricité jusqu'à plus de 80%. La batterie virtuelle est intimement liée au pilotage. Alors pourquoi ? Une batterie virtuelle, ça a une capacité limitée. Si vous ne pilotez pas, vous allez avoir besoin d'une très grosse capacité, donc qui coûte plus cher. L'électricité, en fait, c'est un petit peu comme voyager en train. Si vous décidez de voyager aux heures de pointe, ça vous coûte extrêmement cher. Par contre, si vous acceptez de déplacer un petit peu votre voyage, au moment où tout le monde ne part pas, là, vous arriverez à avoir des billets de train à prix cassé. Et ben, l'électricité, c'est exactement pareil. Si vous consommez au moment où tout le monde en a besoin, et si en plus vous ne produisez pas à ce moment-là, alors vous allez être exposé à des prix d'électricité extrêmement chers. En revanche, si vous changez vos habitudes ou si on vous aide à les changer, ce que fait MyLED 150, et ça c'est très important, vous allez pouvoir bénéficier d'une électricité vraiment moins chère. Prenons un exemple concret. Le chauffe-eau, tous les jours, un chauffe-eau électrique va consommer de l'électricité. Il suffit de s'assurer que ce chauffe-eau électrique consomme soit au moment où il y a de la production solaire, soit au moment où les prix ne sont pas chers sur le marché. Et qu'est-ce que ça veut dire un prix pas cher ? Ça veut dire qu'il y a trop d'électricité par rapport aux besoins de manière globale. Un autre exemple concret, la borne de recharge. On n'a pas besoin de se charger tous les jours avec sa voiture électrique. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple planifier sa charge au moment où l'électricité est trop abondante. Et dans ces cas-là, vous ne payez plus votre plein, c'est même l'inverse, on va vous rémunérer et vous donner de l'argent pour que vous chargiez votre voiture. Un autre usage très énergivore, c'est votre chauffage. Votre chauffage qu'il faut électrifier, donc ça va passer par l'installation d'une pompe à chaleur. Pareil, il se pilote. On peut s'organiser en utilisant l'inertie de la maison pour que la pompe à chaleur consomme au moment où il y a très peu de consommation sur le réseau et que ensuite elle s'arrête. L'inertie de la maison fait que vous n'avez pas d'impact sur votre confort et elle va se relancer après les pics de consommation du matin ou du soir. Donc, si je prends chauffe-eau,
bornes de recharge et chauffage, qui sont les gros usages consommateurs d'énergie dans une maison résidentielle, vous arrivez à contrôler, moduler 80% d'une facture d'électricité d'une maison de demain, d'une maison électrifiée. Et alors, le plus beau dans tout ça, c'est qu'en fait, ça peut se faire complètement automatiquement. Bien entendu, il y a une application pour suivre ce qui se passe, mais il n'y a pas besoin que l'utilisateur agisse et déclenche ces appareils. Ça peut se faire sans qu'il s'en soucie, avec des algorithmes et avec du matériel qui est de l'électronique installé au sein de sa maison. L'autre bénéfice du pilotage et de l'électricité, c'est que quand l'électricité n'est pas chère, en particulier en France, elle est tout simplement décarbonée. Une abondance d'électricité en Europe, c'est de l'énergie renouvelable et de l'énergie nucléaire, donc une énergie fortement décarbonée. Ce qui est donc vraiment extrêmement réjouissant et qui donne une vision très optimiste, c'est que vous arrivez à aider les gens à transitionner vers de l'électricité et que cette électricité va être non seulement décarbonée, mais également pas chère. Ce qu'on nous demande souvent chez MyLab 150, c'est comment on gagne de l'argent. Ah bah oui, on vous rembourse quand vous vous chargez, on baisse votre facture de pompe à chaleur de 30%, enfin voilà, on a des promesses absolument massives. Concrètement, où est-ce qu'on tire notre argent? Tout d'abord, quand on optimise la consommation de nos clients et qu'on s'organise qu'ils consomment au moment où l'électricité est la moins chère, eh ben évidemment, on gagne de l'argent puisque nous, en tant que fournisseurs, on ne va pas être exposé au prix cher du réseau. L'autre sujet, on a un abonnement, donc on forfaitise la facture et cet abonnement nous permet de financer toute l'infrastructure qui soutient nos algorithmes et tout notre écosystème. Et enfin, on va mutualiser les flux entre tous nos utilisateurs qui sont aussi producteurs. Et au final, on va d'abord avoir chacun de nos consommateurs qui va fournir l'autre et inversement en fonction de leur cycle d'usage. Et ça permet à nous, en tant que fournisseurs, en réalité, d'avoir beaucoup moins besoin d'acheter d'électricité que si on était un fournisseur classique, sans clients, avec de la production. Chez MyLab 150, on ne promet pas un monde parfait. On en rêve, bien sûr. On met cependant tout en œuvre pour réussir à construire un monde plus sobre, plus juste, plus intelligent, où toute l'énergie deviendrait électrique et décarbonée. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour continuer cette transition énergétique ensemble. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que les fournisseurs d'énergie, justement comme MyLab 150, devraient plus s'appuyer sur des modèles d'affaires comme ça, basés sur la variabilité des prix de l'énergie et pour inciter comme ça les consommateurs à consommer différemment? Ce que dit pas Mike Light, c'est qu'en fait, il utilise la batterie virtuelle. C'est-à-dire qu'il réinjecte le surplus sur le réseau. Bon, si le réseau en a besoin, c'est très bien. Si le réseau n'en a pas besoin, on en reparle. Et sur le fait d'essayer quand même finalement de piloter pour que le consommateur puisse consommer justement au moment opportun. Moi déjà, je voudrais exprimer toute mon admiration pour les consommateurs d'électricité d'aujourd'hui qui sont confrontés à ces offres-là, à ces questions-là. C'est très compliqué. Alors pour un ingénieur, c'est un bonheur, parce qu'il y a une complexité, des tas de trucs. Mais pour un consommateur qui a quand même d'autres soucis, qui a juste envie de savoir comment il fait, c'est vraiment pas simple. Pour autant, moi, je ne peux que saluer tout ce qui est fait pour sensibiliser et faire des consommateurs, des consommateurs qui soient eux-mêmes acteurs, qui soient producteurs, qui prennent la précaution effectivement d'aligner leur consommation sur leur production. Ensuite, effectivement, là où je décroche un peu, c'est sur cette notion de batterie virtuelle. Je pense que quand on entend le mot virtuel avec l'électricité, il y a quand même un peu des lumières qui doivent s'allumer. Demain, j'ai pas forcément envie de prendre un café virtuel au petit déjeuner ou une douche avec de l'eau chaude virtuelle. Donc j'ai pas mal travaillé au sein de RTE. On avait mis en place un dispositif qui s'appelle EcoWatt, qui a vocation aussi à alerter sur le fait que quand on consomme de l'électricité à certains moments de l'année, quoi qu'on fasse, on va solliciter des sources de production qui peuvent être carbonées,
parce que effectivement, on a des pointes d'hiver où s'il n'y a pas de vent, c'est le soir, il n'y a pas de soleil. À l'échelle européenne, mais aussi nationale, on doit faire appel à ces sources-là. Donc il n'y a pas de miracle. Ce que je veux dire, c'est que cette idée qu'on puisse produire et que l'excédent solaire, on puisse le mettre quelque part dans une banque et le récupérer un jeudi soir d'hiver, ça ne marche pas. Il y a toujours besoin d'un fonctionnement collectif et d'une discipline collective pour essayer de limiter la carbonation de l'électricité. Merci. Alors maintenant, on va passer au sujet des batteries, du stockage par batterie. Donc aujourd'hui, on a peu de retours d'expérience sur les batteries de stockage, mais on en a quand même beaucoup sur les batteries qui rendent des services systèmes. Khalid, vous qui êtes spécialiste, est-ce que ce sont les mêmes technologies que les batteries de stockage et quels sont les retours d'expérience sur les batteries aujourd'hui ? Oui, d'abord merci pour cette question, mais juste rappeler EDF Renouvelable, on est la branche qui est en charge du renouvelable dans le groupe EDF et on est présent dans une trentaine de pays. Donc en fait, ça vous donne pourquoi je précise ça, parce qu'en fait finalement notre présence internationale permet finalement d'avoir différentes expériences et pouvoir les appliquer même en France et les comparer par rapport à ce qui se passe en France. Et si je vous me demandez comment je vais classer, je dirais, l'avancement à l'international dans différents pays, je pense que l'exemple le plus concret, c'est UK. Donc en Angleterre, il y a quand même ils sont très avancés dans l'utilisation des batteries, parce qu'effectivement, c'est une obligation, leur marché a poussé pour créer et innover. Je suis directeur de l'innovation, je peux parler que de l'innovation. Donc ça permet d'innover justement sur des business models, des modèles d'affaires, c'est sur l'utilisation des batteries et différentes façons d'utiliser les batteries et les appeler. Et également en Angleterre, aux États-Unis, ils sont également très avancés. Et je pense l'exemple concret, si on compare par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, depuis plusieurs années aujourd'hui, ils utilisent les batteries comme moyen ou comme un game changer dans l'utilisation par rapport au renouvelable. C'est-à-dire qu'ils vont hybrider systématiquement, notre filiale par exemple américaine, et ils hybrident systématiquement du PV avec des batteries, parce que tout simplement, ça permet de rapporter une certaine stabilité par rapport à la variabilité des énergies renouvelables que nous voyons aujourd'hui. Ici, vous me posez la question aussi sur l'expérience qu'on a aussi, parce que quand on parle finalement de renouvelables et quand on parle de batterie, la batterie est un plus, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui va apporter un moyen de flexibilité, que je rappelle, ils sont dans 3 ou 4, la production, la consommation, le stockage et l'interconnexion, si on peut les utiliser, ça permet d'avoir de la flexibilité. Et on commence à voir de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle, je suis désolé du terme virtuel, parce que je vais l'utiliser, parce que par contre là c'est du concret, c'est pas du virtuel, même si on est du virtuel, parce qu'on va passer par le réseau. Comment j'explique ? On a aujourd'hui des centrales qu'on commence à dire, je vais me mettre dans un endroit où j'ai beaucoup de soleil, je vais produire du PV. Mais je rajoute une batterie pour que je puisse pouvoir produire quelque chose de stable. Et je vais mettre dans un endroit où je vais mettre de l'éolien, et je rajoute également des batteries qui permettent d'avoir une production stable. Et si je connecte les deux virtuellement, pour que je puisse assurer ou s'assurer par rapport au gestionnaire de réseau que j'ai une production stable, ce qu'on appelle les buzz loads, toute la journée et même une partie de la nuit. Voilà, ça, c'est un projet réel qu'on a aujourd'hui en train de construire, donc peut-être même la mise en service et bientôt, en Afrique du Sud. Et ça, c'est quelque chose qui peut être répliqué partout, parce que de toute façon, c'est de l'automatisation, c'est du pilotage à distance d'un ensemble d'assets qui va nous permettre justement de piloter l'ensemble des énergies renouvelables qui sont variables en combinaison avec le stockage. Alors, vous avez parlé un petit peu de comment ça se passe en Californie, donc par exemple le fait qu'on couple tout le temps du photovoltaïque avec des batteries. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas la même chose en France ? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas tous nos parcs photovoltaïques avec des batteries ? Je ne sais pas, Théo, si vous pouvez réagir. Oui, alors, sur ce sujet-là tel quel, c'est comme le disait M. Radouane, d'un point de vue du système électrique, pas du réseau, mais du système électrique, la colocalisation, la proximité entre une batterie et une installation photovoltaïque n'apporte pas de service supplémentaire au système électrique. Ça permet d'optimiser le réseau, etc.
Donc aujourd'hui, on a, en tout cas en France, il n'y a pas de doctrine pour généraliser l'installation de batteries au pied de toutes les centrales photovoltaïques. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'aller mettre des batteries sur toutes les centrales photovoltaïques ? Pour l'autoconsommation, c'est intéressant. En plus, ça donne des notions d'autoconsommation et d'amener le consommateur dans la démarche dans la transition énergétique. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, ça permet d'économiser le réseau en bout de chaîne, quoi. Mais par contre, à la maille des installations de grande puissance, aujourd'hui, en France, voilà, on n'a pas encore de doctrine sur est-ce qu'on installe systématiquement 25% de la puissance PV avec des batteries, ou bien est-ce qu'on préfère, dans les gros nœuds du réseau, là où le réseau en a vraiment besoin, installer des batteries de grande puissance qui du coup vont être beaucoup moins chères à développer et qui vont pouvoir être pilotées très finement pour pouvoir vraiment optimiser le réseau. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas de planification exacte sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui manque alors finalement aux industriels pour pouvoir développer plus le stockage par batterie ? Peut-être Bruno pour commencer. Je crois que ça, c'est une guerre qu'on a perdue. Aujourd'hui, si on regarde déjà Norvolt, qui était le futur, entre guillemets, leader européen de la production de batteries, en fait, aujourd'hui, il est en faillite. Donc aujourd'hui, 80% de la production mondiale, elle est autour de 3 constructeurs chinois qui fournissent 80% des batteries, quoi. Voilà. Donc, et puis, on va dire que le monde occidental, il a misé sur une technologie. Les Chinois, ils ont misé sur une autre technologie. Et les Chinois, ils sont en train de faire chuter le prix de la batterie, comme ils ont fait chuter, en fait, le prix des panneaux photovoltaïques. Et peut-être même au détriment de nouvelles technologies qui pourraient sortir parce qu'elles n'atteindraient pas un prix de marché qui permettrait, en fait, d'avoir un ratio économique intéressant. Voilà. Donc après, ce qu'il faut quand même prendre en compte aussi, c'est quelle est la volonté politique. Tout à l'heure, là, j'ai assisté à la conférence précédente, et en fait, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est qu'on a parlé du cas de l'Ukraine, et l'Ukraine, en fait, qui joue sa résilience sur une multitude de petits réseaux interconnectés. C'est typiquement ce qu'on faisait sur les smart grids, sur les zones isolées en Afrique, par exemple, ou sur des territoires qui n'avaient pas Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, on était sur des régions où on nous demandait une autonomie énergétique et le réseau, en fait, il pouvait venir quelques années plus tard. Donc, il fallait que le système, après, derrière, une fois qu'il avait fourni son service d'autonomie, il puisse fonctionner avec le réseau et fournir du service au réseau. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez bien que c'est pas du tout la même stratégie que de dire on met des très grosses batteries sur... Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut considérer que le réseau, en fait, il est constitué, c'est comme... il y a des artères et il y a des veines, quoi. Voilà. Donc, si on met des très grosses batteries sur des artères, bah, c'est clair, hein, il va le prendre. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le réseau, derrière, c'est comme un tuyau qui devient de plus en plus petit. Et on a déjà, par exemple, les problèmes de pollution électrique lorsque, par exemple, l'été, au mois d'août, on a beaucoup de production photovoltaïque dans des milieux ruraux et qu'on a la tension qui s'élève parce qu'on a trop de production et pas suffisamment de consommation. Mais là, il faut peut-être se dire que la batterie, elle peut avoir un service au réseau. C'est là où, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est parce qu'en fait, la batterie, à un moment donné, elle pourrait produire de la consommation parce que derrière, on viendrait charger au moment où... voilà. Et on pourrait venir décaler de la production photovoltaïque au moment... plus tard, après le pic solaire, quoi. Voilà. Après, sur les batteries, il y a aussi en fait l'Europe qui tente de protéger pour notre souveraineté industrielle. Et ça, c'est compliqué parce que d'abord, prend beaucoup de temps pour mettre en place une réglementation. Ça fait 3 ans qu'on parle qu'on va mettre un passeport sur les batteries, qu'on va imposer 60% de matières recyclées dans la production des batteries. En fait, il faut quand même savoir aussi qu'aujourd'hui, puisque je parlais de 2 technologies de batteries, on a les batteries nickel-manganèse-cobalt, celles qui étaient principalement utilisées dans les véhicules, et les batteries chinoises qui sont du lithium-fer-phosphate. Autant en fait, on a une filière de recyclage qui se met en place sur le nickel-manganèse-cobalt, parce que bon, en fait, ce sont des matériaux qui ont de la valeur. Autant aujourd'hui, en Europe, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas de filière de recyclage sur le LFP. Et paradoxalement, on est en train d'envahir nos territoires avec des batteries LFP dont on ne sait pas ce qu'on fera de tous ces rebuts, quoi. Voilà. Voilà. Et en fait, à tel point qu'aujourd'hui, si vous prenez Mercedes, en fait, ils sont en train de mettre en place des filières de recyclage autour des batteries NMC qui permettront de récupérer 95% de la matière première d'une batterie pour refaire de la batterie, un peu à l'égal de ce qu'on fait avec le plomb, puisqu'aujourd'hui on n'a plus de mines pour aller soutirer du plomb et on arrive à recycler
quasiment à 100% le plomb. Voilà. Donc en fait, après derrière, c'est des choix stratégiques, politiques, et puis en fait, après derrière. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que les Chinois, ils sont en train d'ouvrir des usines en Europe avec des technologies LFP, et que donc, à terme, ça va devenir compliqué. Khalil, vous voulez réagir peut-être? Oui, c'est intéressant, vous dites merci pour ça, parce qu'en fait, je vais quand même rappeler l'histoire, parce qu'aussi, on est en train de parler de photovoltaïque il y a quelques années. Bruno, ça fait longtemps que vous êtes là, je pense qu'on a déjà travaillé dans le passé ensemble. C'est que si je reviens en fait sur le passé, moi, ça fait plus de 16 ans que je suis dans le renouvelable aujourd'hui. Quand on a vécu la première histoire sur le photovoltaïque, il y avait l'Europe qui était sur les couches minces, parce qu'on s'est dit que c'est là où on va baisser les coûts. Et la Chine, ils étaient sur le cristallin. C'est ce qu'on voit partout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps finalement nos usines aujourd'hui européennes, il n'y en a plus, presque. Et on a toute la capacité chinoise là-bas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le principe de fonctionnement de la Chine, c'est ce qu'on appelle le learning by doing. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont apprendre en faisant, en partant sur une technologie classique. C'est ça ce qu'ils font, classique, et qu'ils vont améliorer avec un objectif de réduction de coûts. Si on combine les deux, finalement, ils arrivent à augmenter le rendement, mais d'une façon progressive, et en baissant en même temps les coûts, parce que finalement, on a de la guerre. Demain, si on pose à chacun, à la limite, si on vous donne 2 produits, qu'est-ce que vous allez prendre? Déjà, le moins cher que vous allez regarder en premier. Ça, c'est classique. Donc, du coup, eux, ils vont sur la réduction de coûts. Maintenant, sur les batteries, qu'est-ce qui se passe au niveau histoire? Il y a quelques années, quand on avait démarré, moi, la première centrale de batterie qu'on a installée, c'était à Toucon, donc en Guyane, en 2014. Avant, on était sur les 3, je dirais, zones technologiques. Il y avait les Coréens qui étaient sur la technologie NMC, donc c'est la technologie classique qu'on a vu, donc les Samsung, les LG. Et il y avait les Japonais sur une technologie, les Japonais sont connus par des technologies toujours chères, mais toujours avec des rendements très élevés, ce qu'on appelle les NCA. Et il y avait les Chinois qui sont mis sur le LFP. L'histoire, quelques années, 10 ans après, on en est où? C'est du LFP aujourd'hui qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, ils ont réussi à avoir une réduction de coûts en même temps d'augmentation d'efficacité. Il faut savoir qu'il y a quand même une différence, parce que là, on est en train de parler de batteries, ce qu'on appelle les batteries stationnaires, pour les applications qui sont des applications qui vont être combinées avec des énergies renouvelables. Donc là, aujourd'hui, si vous me dites combien de cycles peut faire une batterie, avant, il y a quelques années, on était à 6000 cycles. 6000 cycles, c'est l'équivalent à peu près une dizaine d'années, à peu près 10 ans. Il y a quelques mois, et encore les Chinois, ils ont réussi à doubler le nombre de cycles. Maintenant, les batteries ils peuvent aller jusqu'à 20 ans. Le nombre de cycles qui sont utilisés, c'est 2000 cycles. Et comment ça marche? Avec de l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. Et je pense que l'histoire, ce n'est pas encore fini. Oui, vas-y Théo. Et peut-être aussi pour compléter sur la question qui était comment mettre en marche l'industrie en France et pourquoi on est en retard au final. C'est vrai que les autres pays européens, pour s'en comparer beaucoup plus loin, les autres pays européens ont beaucoup plus de capacité à raccorder en batterie stationnaire qu'en France. Alors à chaque fois en France, on a un peu un cas particulier, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on n'en avait pas besoin, tout simplement. Donc voilà, on a commencé à en raccorder quand le marché était prêt. Et aujourd'hui, on a à peu près 1 giga de batterie raccordée. L'année prochaine, enfin fin de 2025, on sera à 2 gigas. Donc la dynamique est enclenchée, sans rentrer dans les détails sur quel marché elle se positionne. Et là où on a, pour accélérer ou en tout cas pour aller planifier les batteries, la filière batterie en France, avant tout on a besoin de définir le besoin, parce qu'aujourd'hui on définit le nucléaire, on définit l'éolien, on définit le photovoltaïque. On a même des objectifs de STEP, de pompage-turbinage, on a même des objectifs d'effacement. Et il y a un trou dans la planification énergétique aujourd'hui qui est le besoin en batterie, ou en tout cas les objectifs en batterie stationnaire. Donc, et puis ça tombe bien parce que RTE est en train de mettre à jour ses bilans prévisionnels et l'équivalent des scénarios 2050, mais à plus court terme sur les besoins de flexibilité. Mais c'est clair que c'est un des besoins qu'a la filière pour se structurer, d'aller se mettre des objectifs et d'aller structurer des gens qui travaillent pour aller installer ces projets-là. Donc voilà, nous on attend à ce que ce soit clarifié bientôt les besoins. Nous on estime, parce qu'on a fait un peu les calculs aussi, nous on estime
un besoin ou un objectif de 8 gigas à l'horizon 2030 pour coupler à la fois les besoins de service système et le report de charge. Donc aujourd'hui, voilà, fin 2025, on est à 2 gigas. Quand on voit qu'on a raccordé quasiment 1 giga en 2025, le 8 gigas 2030, il est atteignable. Par contre, il ne faut pas qu'on traîne. Et surtout, on attend des signaux clairs aussi de la part de la planification des pouvoirs publics, quoi. Jean-Philippe, justement, que dit la prospective chez RTE ? Alors, peut-être je profite, j'ai la parole, quelques éléments. Sur batterie réseau, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, enfin surtout notre régulateur aussi nous a beaucoup incité à travailler. On a beaucoup de mal à trouver des cas d'usage où la batterie puisse faire économiser du réseau. En fait, effectivement, les énergies renouvelables, leur intermittence peut générer des contraintes, mais soit ces contraintes sont finalement assez peu fréquentes, assez peu profondes, et là il vaut mieux écrêter, soit elles sont très fréquentes, très profondes, et jusqu'à récemment en tout cas, le coût du réseau était bien moins important que le coût des batteries. Et surtout si elles étaient fréquentes et profondes, la batterie elle a des limites de capacité, au bout de 2 heures elle est pleine. Bon. Donc on s'est dit, voilà, là il y a un truc, on n'arrive pas à trouver des cas où la batterie remplace du réseau. Par contre, on est convaincu que ce sont 2 éléments complémentaires et qu'avoir batterie plus réseau, ça marche vachement bien et que justement ça permet d'avoir un réseau qui n'est pas dimensionné à la pointe et une batterie qui va gérer cet élément-là. Donc le sujet sur lequel on travaille, et on s'est vu avec Théo plusieurs fois, c'est comment favoriser l'installation des nouvelles batteries dans des zones où demain on aura besoin qu'elles puissent nous aider à gérer notamment un afflux de production solaire. Aujourd'hui, ces batteries ne vont pas dans ces endroits-là parce que on leur oppose que la capacité du réseau elle est réservée pour des énergies renouvelables et que si elles viennent là, elles ne pourront pas fonctionner comme elles veulent. Or, le business des batteries aujourd'hui, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ce qui a permis de vraiment lancer la dynamique. Il consiste à faire ce qu'on appelle du réglage primaire, c'est-à-dire à permettre effectivement d'équilibrer le réseau en temps réel. Et il se substitue à des bandes de production qui étaient auparavant gelées sur des centrales de production, notamment les centrales nucléaires. Bon, 1 mégawatt nucléaire, ça a de la valeur, c'est cher. Et donc, aujourd'hui, la valeur des batteries, elle se trouve dans cette capacité, finalement, à remplacer, à libérer des mégawatts pour de la production nucléaire en bande et à assurer cette dentelle dont on a besoin pour équilibrer le réseau. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui est lancée. Théo parlait de 2 gigawatts, mais nous, on a 7 gigawatts en demande de raccordement au réseau de RTE. Donc c'est quand même des gros volumes. Dans un bilan prévisionnel, on avait parlé d'un objectif de 6. Enfin, on s'était dit 6, ça serait pas mal en flexibilité globale. Donc on a une vraie dynamique qui est lancée. Et si on arrive à faire en sorte que ces batteries s'installent à des endroits où elles pourront demain, en plus, rendre des services au réseau, je pense que là, on aura l'équation gagnante du cocktail. Alors, je vous propose qu'on parle d'un dernier point, c'est le côté recyclage des batteries. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Peut-être Bruno, pour commencer. Tout à l'heure, j'ai déjà un peu abordé le sujet sur le NMC et le LFP. Nous, aujourd'hui, on utilise des batteries NMC qui sont issues de la filière automobile, qui ne sont pas des batteries, ce qu'on appelle de seconde vie, mais qui sont des batteries recyclées parce qu'il y a une décorrélation entre les fabricants de batteries et le nombre de véhicules électriques vendus, et que donc il y a des surplus de production, et nous, on utilise des batteries NMC. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un choix stratégique qu'on a fait dans l'entreprise, c'est que je considère que la batterie, en tous les cas une batterie lithium, on connaît tous les risques qu'il y a autour d'une batterie, etc. Si elle n'est pas parfaitement pilotée, contrôlée, ça peut être délicat. Et je ne me voyais pas utiliser des batteries qui sont importées où j'ai aucune connaissance du circuit électronique à l'intérieur qui vient faire la régulation de la batterie. Voilà. Donc du coup, il nous fallait trouver une filière européenne pour avoir des batteries. D'où le fait de travailler donc avec des batteries recyclées. Alors c'est des batteries qui soit en fait c'est un surplus, ou soit parce qu'en fait elles n'ont pas passé le niveau qualitatif pour être embarquées dans un véhicule et qu'on peut les réutiliser pour du stationnaire. Voilà. Mais aujourd'hui, on parlait beaucoup en tous les cas de filières de recyclage et de développement en fait en tous les cas pour les batteries NMC. C'est peut-être très délicat parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui va se passer entre le LFP et le NMC.
qu'on voit que les plus gros opérateurs aujourd'hui, enfin les plus gros industriels aujourd'hui sont en train de capoter sur le NMC. On peut se poser des questions aussi sur les gigafactories qu'on est en train de monter en France. La courbe d'apprentissage, elle est très longue. Donc bon, voilà, s'ils mettent 3 ans à arriver en fait à un seuil économique et industriel rentable, je pense que là, la bataille, elle est perdue, quoi. Voilà. Donc la filière de recyclage sur le LFP, ben, écoutez, on verra en fonction des réglementations européennes ce que ça imposera, quoi. Est-ce que vous partagez Non, mais je pense que l'analyse elle est parfaite parce que de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, si on prend le taux de recyclage aujourd'hui d'une batterie NMC, on est entre 60 à 70%. Et en termes de valorisation, c'est normal aussi parce qu'en fait, les matériaux qui sont dans le NMC, ils sont valorisables. C'est économiquement, c'est viable. Je reviens encore sur les questions de coût. Et si on regarde sur l'LFP, on est aux alentours de 30%. Ce qui reste quand même très très loin par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais bon, mais ça reste quand même, je pense que là c'est notre devoir, hein, nous, on est très impliqués sur ce sujet-là, parce qu'effectivement on est en train de travailler sur des projets avec certains acteurs français pour qu'on puisse essayer de relancer justement une filière de recyclage en France aujourd'hui. Vous connaissez peut-être pas, mais Battery Box, il existe déjà un écosystème qui permet de recycler les batteries, de dire ok, est-ce qu'on peut pas aller au-delà de ça et essayer de créer nous-mêmes, on est capable d'innover aussi pour essayer de trouver des solutions de recyclage pour les batteries à la fois LFP et NMC. Mais effectivement, c'est le début, mais je ne perds pas espoir. Merci. Ok, je vous propose d'écouter les questions du public qui ont été synthétisées par Théo et Didier. 75 questions, c'est pas mal. Ouais, je sais pas si c'est un record, mais c'est beaucoup plus qu'hier. Bon, Jean-Philippe en a dit un tout petit mot, mais c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans les questions. C'est autour de la journée du 28 avril, donc avec le blackout qui a frappé la péninsule ibérique. Donc en gros, est-ce que c'est possible en France, un tel événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le rôle des ENR dans cet incident? Voilà. Je n'aurai pas de scoop à vous donner ce dimanche après-midi. Ce type d'événement doit donner lieu à une enquête approfondie organisée à l'échelle européenne. Donc il y a un panel d'experts qui a été désigné. Le calendrier il est aussi cadré, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, on doit avoir un premier rapport factuel qui décrit très bien ce qui s'est passé, et puis 3 mois après, des analyses plus approfondies et puis des recommandations pour la suite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce type d'événement se passe de manière très très rapide. J'essaie d'expliquer à mon fils adolescent. En fait, quand on conduit un réseau électrique, les dispatchers, ils ont ce qu'on appelle des points 10 secondes. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a des informations qui remontent du terrain et ils ont une photo de ce qui se passe sur le réseau. Mais c'est un peu comme si vous conduisiez une voiture en ayant les yeux fermés, en les ouvrant très rapidement toutes les 10 secondes. Je ne vous conseille pas d'essayer. C'est pas très facile, et s'il se passe quelque chose, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on aille chercher des tas d'informations, des tas d'enregistreurs qui sont cachés dans tous les recoins du réseau, qui ont des données pour le coup très précises à la milliseconde, qu'on rapproche ces informations, qu'on les synchronise pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en premier, qu'est-ce qui s'est passé en second. Donc c'est un travail de fourmi. Il y a des idées sur des grands événements, mais un peu comme en médecine, quelle est la cause primaire, quels sont les symptômes d'un dysfonctionnement initial, c'est plus compliqué d'y répondre. Voilà, donc désolé, pas de scoop cet après-midi. Ce qu'on sait, c'est que vu du réseau français, notre réseau a eu le comportement, notre système électrique a eu le comportement qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait une problématique en Espagne, et donc l'interconnexion entre pays, c'est à la fois du secours mutuel, mais c'est aussi le risque d'importer des problématiques du voisin. Donc il y a un seuil jusqu'auquel on aide le pays voisin, et puis au-delà d'un certain seuil, on préfère le laisser tomber, excusez-moi de l'expression, plutôt que de prendre le risque d'importer ces problématiques et de les laisser s'étendre à tout le reste de l'Europe.
Voilà, donc c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés jusqu'à un certain stade, et puis nos automatismes, tout ça se fait de manière totalement automatique, à un moment ça va tellement vite, on réagit tel qu'on les avait programmés, c'est-à-dire qu'ils ont coupé, et par contre ensuite on est revenu à l'aide de la péninsule ibérique pour leur renvoyer de l'attention et leur permettre de reconstituer leur réseau le plus rapidement possible. Oui, et juste, parce que parfois c'est compliqué quand on ne connaît pas le fonctionnement du système électrique de comprendre pourquoi ça prend autant de temps, et on aimerait bien tous avoir la réponse assez rapidement. Mais une image très très vulgarisée, c'est comme si on avait une bassine devant nous et qu'on envoyait plein de cailloux en l'air et qui tombaient dedans et que ça faisait déborder un côté de la bassine, et on cherche à savoir quel caillou a fait déborder la bassine, mais en fait c'est une somme de plein d'ondes, de plein de choses dans un temps très, très précis. Et donc, tout est enregistré. Donc, ils sont en train de remonter tout ça. Mais de voir quel caillou a influencé sur quelle onde, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est à peu près dans 6 mois, quoi. Après, il y a peut-être aussi un point, c'est que l'Espagne, elle est très faiblement interconnectée avec la France. C'est quand même un réseau. Je crois qu'au moment où ça a déconnecté, il fait 62%, je crois, de pénétration d'énergie renouvelable. Alors qu'en France, on a un talon de consommation par l'énergie nucléaire qui est quand même beaucoup plus important. Et donc, du coup, peut-être moins d'effet et moins d'impact en fait, de la variabilité des ENR dessus, quoi. Oui, alors les ENR ont évidemment une bonne tête de coupable, mais ne serait-ce que parce qu'effectivement, elles représentaient 70% de la production, donc forcément, elles ont joué un rôle, ou alors c'est que... donc, il y a ce sujet-là. Nous, on n'est pas partisans de dire qu'il y a un seuil au-delà duquel forcément ça ne marche pas et que cet incident serait la preuve qu'on a dépassé ce seuil. Je pense qu'effectivement, les systèmes électriques internationaux fonctionnent comme ça depuis 50 ans, que l'interconnexion a vraiment pris de l'ampleur. Chaque incident, excusez-moi pour ceux qui ont subi peut-être les conséquences du blackout, est une mine d'or pour l'ensemble des ingénieurs qui se penchent dessus, qui l'analysent après pendant des années et qui font progresser la compréhension des mécanismes et des phénomènes. Voilà, je crois qu'on a eu des grands incidents en France, en Europe, dans un système électrique avec beaucoup de nucléaire. Et on a appris de ces incidents et aujourd'hui on sait les prévenir. Voilà, je pense qu'on va apprendre aussi d'incidents qui interviennent dans des systèmes avec beaucoup d'énergie renouvelable pour savoir les prévenir demain. Merci pour cette réponse. Une autre question, on voyait que dans le résidentiel, les gens s'équipent de panneaux solaires pour couvrir leurs besoins de consommation. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors il y a une part qui est liée à la voiture électrique, mais le reste, c'est des usages thermiques, chauffer sa maison, chauffer son ballon d'eau chaude. Et donc on a eu des questions qui demandaient pourquoi utiliser une énergie électrique alors qu'on a besoin de chaleur? Quelle est la place des énergies thermiques renouvelables? On peut penser au bois ou aux panneaux solaires thermiques. Trop d'électriciens autour de la table, oui. Peut-être un petit mot. Où sont les thermiciens? Non, c'est une bonne question et je crois qu'effectivement, alors je m'appuie plutôt, c'est la table ronde d'hier sur la SNBC. La décarbonation de notre économie, de notre pays, de nos vies, ne se fera pas à 100% sur l'électricité. Hein. C'est bien, effectivement, un mix entre des énergies renouvelables non électriques, et notamment thermiques, et l'électricité. Alors je sais qu'il y a, je fais un peu de pub, une entreprise marseillaise qui propose des panneaux mixtes qu'on peut mettre sur les toitures, qui sont à la fois photovoltaïques et thermiques, qui font à la fois de l'eau chaude et du solaire. Voilà, donc il y a des solutions qui existent pour effectivement exploiter ces deux technologies. Mais je ne sais pas si effectivement les opérateurs qui sont là les ont testés, les déploient, en pensent quelque chose. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai un poêle à la maison. Hein.
Alors, une question, alors on ne l'a pas dit évidemment, on essaie de privilégier les questions qui ont récolté le plus de likes. Une question très courte, très simple. Dois-je installer des panneaux photovoltaïques chez moi? Alors, comme elle est très courte, j'en rajoute quelques-unes qui se raccordent un petit peu sur le même thème. En cas de coupure du réseau, si j'ai des panneaux photovoltaïques chez moi, est-ce qu'ils vont continuer à fonctionner? Alors théoriquement, non. Parce qu'en fait, les onduleurs en fait, sont conçus pour se déconnecter en fait, du réseau lorsqu'on a une coupure pour éviter en fait, après derrière d'injecter pour les opérateurs qui pourraient travailler sur le réseau. Voilà. Donc en fait, alors après, il y a possibilité techniquement de basculer sur un système de secours, mais bon, c'est un système optionnel et en même temps, il faut avoir des systèmes pour s'isoler du réseau pour qu'au moment où on injecte dans la maison, en fait, on ne puisse pas réinjecter sur le réseau, quoi. Donc ça reste possible. J'ai envie de dire, ça dépend combien vous voulez payer votre installation. Parce que oui, c'est possible, techniquement, effectivement, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a, hein, ça existe déjà, des onduleurs qui permettent je dirais, de faire ce qu'on appelle l'îlotage, hein, et après, ça permet de se connecter, se resynchroniser avec le réseau pour se connecter. Donc oui, tout est possible, tout dépend de combien vous voulez mettre comme coût. Et sur la première question aussi, dois-je installer des panneaux solaires Oui, moi je fais une réponse qui est une non-réponse, mais bon, je l'ai dit, vu de RTE, comme on est un peu loin, un peu myope, que tout ça se passe chez Enedis, je vais le dire très clairement, que les panneaux solaires soient sur votre toit ou qu'ils soient dans un parc ou sur un supermarché à 200 mètres de chez vous, dans un grand parc au sol à 3 km, pour nous, ça ne change rien. Sauf sur un point, et qui est un point qu'on a quand même bien vu dans la vidéo, sur lequel je veux revenir, c'est que si le fait d'installer des panneaux solaires chez vous vous conduit à prendre conscience de la manière dont vous consommez, à faire évoluer votre consommation et à vous dire je vais essayer de mieux placer ma consommation par rapport à la production, là c'est quelque chose qui va se voir à l'échelle individuelle mais aussi globale. Et je pense que c'est cette prise de conscience qui est intéressante en tout cas dans l'autoconsommation. Il y a un autre aspect aussi, c'est le coût du transport. Si vous posez des panneaux sur votre toit, en fait, vous consommez localement et vous êtes exempté de la part du transport et des taxes. Et donc, vous faites une économie complémentaire, quoi. Merci. Alors, il y a une autre question. On a pu avoir des éléments de réponse, mais c'est une question qui a remporté beaucoup de j'aime. C'est sur la modularité des moyens existants, à savoir pourquoi est-ce que le nucléaire ne module pas plus, pourquoi est-ce que les barrages ne pompent pas plus. Et pourquoi les ENR ne modulent pas plus aussi, peut-être? Non, Oui, c'est vrai. En plus, non, il y avait une question comme ça en plus, en disant pourquoi est-ce que c'est le nucléaire qui doit s'écraser et pourquoi c'est pas les ENR. Je peux apporter des éléments de réponse, sauf si Jean-Philippe, vous voulez commencer. Mais en fait, sur les capacités, il y a des capacités techniques. Les barrages, on a à peu près 4 gigas en France, il me semble, de pompage turbinage, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais par contre, c'est vrai que techniquement, c'est le gisement technique le plus intéressant. Les centrales nucléaires ont leurs propres contraintes thermiques, techniques et leur propre inertie aussi. On ne peut pas arrêter une centrale nucléaire en quelques minutes. Et sur les énergies renouvelables, techniquement, c'est très intéressant. Les constantes de temps pour arrêter ou démarrer une centrale ENR, c'est de l'ordre de 2, 3, 4, 5 minutes. On peut aller à 10, 15, quoi. Donc, c'est un gisement technique qui est très recherché par RTE. C'est un gisement qu'il faut qu'on développe parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le début de la mise à disposition de cette flexibilité-là à RTE et sur les marchés d'équilibrage. Mais du coup, en fait... Voilà, chaque technologie a son gisement et a sa capacité à moduler. Et par contre, tout ça est organisé dans des marchés qui sont très régulés. Et en fait, c'est pas le nucléaire qui module pour laisser les ENR injectés. Il n'y a pas de prime à injection aux ENR. C'est pas le cas. Il y a différents marchés qui sont organisés. Donc effectivement, il y a le marché spot avec un merit order
qui fait qu'on active en premier les centrales qui coûtent le moins cher, et donc, ou dont le coût de fonctionnement est le moins cher. Donc effectivement, les centrales ENR, leurs coûts marginaux sont nuls, donc on les active en premier, plutôt que les centrales nucléaires et thermiques, mais ce n'est pas une priorité à l'injection, c'est le fonctionnement des marchés d'électricité. Et ensuite, après, il y a les marchés d'équilibrage, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais où chaque technologie se positionne à la hausse, à la baisse, et il y a des ordres de préséance technico-économique, et on arrête ou on active à la hausse ou à la baisse la centrale qui est la plus intéressante techniquement et économiquement pour le système, quoi. Donc c'est une grande optimisation dont est responsable RTE. Oui, peut-être un mot aussi. Parfois dans les récits, on a tendance à dire que dans le monde d'hier, le merveilleux monde d'EDF, il y avait une consommation qui était toute plate et en face une production nucléaire qui était toute plate et tout marchait très bien. Et que ce seraient les ENR qui seraient venus mettre le bazar là-dedans. En fait, c'était pas le cas. Et les gens qui connaissent le secteur le savent. La consommation d'électricité, elle a toujours fluctué selon les heures, selon les saisons. Et le fonctionnement historique du système électrique, c'était une base nucléaire effectivement très solide et sur laquelle on peut heureusement toujours compter. Et ensuite de la dentelle qui était faite avec de l'hydraulique et beaucoup de thermique. C'est-à-dire que EDF a conservé un parc thermique au fioul et au charbon jusque 2010-2015, qui était un parc historique des 30 Glorieuses avant qu'on développe le parc électronucléaire. Donc en fait, ce qui aujourd'hui nous met face à ce besoin de flexibilité, c'est deux choses à la fois. C'est bien sûr le développement des énergies renouvelables, mais c'est aussi le choix qu'on a fait de fermer ce parc thermique au fioul, au charbon. On l'a remplacé en partie par du gaz qui émet un peu moins, mais qu'il faudra bien un jour fermer aussi. Donc voilà, c'est ça, les besoins de flexibilité, ils sont liés à ce double effet-là. Merci, c'est important de le rappeler, je pense. Une question un petit peu de compréhension technique. Il y a des personnes qui voudraient avoir plus de détails sur ce qu'on appelle la déstabilisation du réseau en cas de forte pénétration du photovoltaïque. Pourquoi dit-on que le réseau est moins stable? Et je relis une autre question sur le niveau de maturité du grid forming. En fait, le fournisseur d'énergie aujourd'hui, il a une obligation de fournir une plage de fréquence relativement stable, et cette fréquence, en fait, comme on dit qu'on est toujours en train de rechercher l'équilibre entre la consommation et la production, cette fréquence, en fait, elle varie en fonction de ces variations, quoi. Voilà. Donc naturellement, la fréquence elle a tendance à baisser quand la consommation elle augmente, et quand la production elle augmente, la fréquence elle monte, quoi. Voilà. Et donc dès qu'on sort en fait des limites qui sont fixées, derrière les équipements ENR en fait doivent automatiquement se déconnecter. Voilà. Après, demander par rapport... donc du coup, comme la consommation bouge tout le temps et la production aussi, ENR peut bouger aussi, parce que si le vent varie, si les radiances solaires varient, en fait, voilà, on a donc cet équilibre, il est recherché en permanence, quoi. Voilà. Et en fait, après, derrière, le grid forming, la technologie grid forming, bon, c'est une technologie qui est quand même plus chère. Peut-être expliquer juste ce que c'est pour... Oui, en fait, ce sont des onduleurs qui, en fait, vont recréer la sinusoïde comme la sinusoïde du réseau, et qui donc vont chercher à qui vont se synchroniser avec le réseau, qui vont se mettre en superposition en fait sur la fréquence du réseau. Voilà, donc et qui vont produire de l'énergie, comme peut être un groupe électrogène, comme peut être une turbine, comme peut être voilà. Et c'est pas des équipements comme ceux qu'on trouve classiquement, qui eux sont synchronisés par la fréquence et injectent simplement du courant, quoi, dans le réseau. Voilà. Donc du coup, cette technologie-là, elle est relativement mature. Pourquoi? Parce que peut-être que vous entendez parler, par exemple, dans les pays scandinaves, de l'électrification des navires. Aujourd'hui, les bateaux, c'est des véritables smart grids, hein, c'est des réseaux électriques très complexes, et ça par nature. Donc en fait, aujourd'hui, ils remplacent de plus en plus des solutions qui étaient des solutions thermiques par des solutions électriques. Et donc en fait, le grid forming, c'est
Bon, on voit beaucoup les Chinois aussi arriver maintenant, mais auparavant, en fait, c'était principalement en fait, de l'électronique de puissance qui était utilisée pour les navires et qui a été réemployée pour faire du stationnaire. Voilà. Et comme en fait, évidemment, comme c'est pas spécifiquement conçu pour du stationnaire, derrière, c'est plus onéreux à intégrer parce que derrière, il faut rajouter des filtres, etc., pour éviter en fait de la pollution électromagnétique. Donc du coup, l'intégration elle est plus lourde. Donc on a un coût qui est beaucoup plus élevé. Il y a moins de production. Donc le coût, en fait, on n'a pas atteint le coût industriel qu'on peut avoir sur les onduleurs classiques. Donc là, on va dire, la technologie, elle est très mature, mais ayant été finalement peu déployée, elle reste encore relativement onéreuse. Peut-être. Alors, pour ceux qui ont posé la question, enfin, moi, je les renverrai au rapport que RTE avait publié avec l'AIE sur les conditions à remplir pour pouvoir atteindre des taux de pénétration des énergies renouvelables de l'ordre de 70, 80, 90, voire 100%, qui font référence à toutes ces questions-là. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être même pas compris la question, alors je tente une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Imaginez que le système électrique soit un ballet avec 50 danseurs. Et que dans ces danseurs, il y a ceux qui connaissent bien la chorégraphie, qui savent la faire tout seuls, et puis ceux qui ne font que copier le danseur qui est devant. Voilà. Si vous avez 48 danseurs qui connaissent la chorégraphie et 2 qui copient, ça marche bien, ça devrait bien se passer. Mais si vous en avez que 5 qui connaissent la chorégraphie et 45 qui copient les autres, ce qui est un peu le cas là avec la notion de grid forming, ben, le risque qu'à un moment ça dérape, il est assez grand. Et donc c'est ça qu'il faut contrôler, rééquilibrer. Et on revient un peu aux batteries, parce que je pense que les batteries ont des capacités aussi à faire du grid forming en complément des énergies renouvelables, de l'électronique de puissance, et donc à pouvoir compenser ça. Très bien, merci. Une question qui peut-être est le pendant économique de la question technique de tout à l'heure sur, vous parliez du monde merveilleux d'EDF des années 80. Est-ce que la libéralisation du marché de l'énergie, est-ce qu'elle elle entrave actuellement les développements qu'on voit? Est-ce que le marché est devenu plus myope et permet de moins bien investir, de savoir où on va? Est-ce que ce nouveau marché produit plus de volatilité des prix, volatilité? Et puis une question aussi, je l'avais vue. Sur l'impact du développement des ENR sur les tarifs de l'électricité. En gros, j'imagine que la question, c'est est-ce qu'on va devoir payer plus cher l'électricité au fur et à mesure du développement des ENR? Enfin, je la retraduis comme ça. Ouais, enfin, rapidement sur les prix. Ces dernières années, les prix ont... Enfin, le coût de développement des ENR a continué à baisser et à baisser, et en dessous de certains nouveaux coûts, notamment pour le nouveau nucléaire, etc. Donc le coût, en tout cas, renouvelable est compétitif. Après, est-ce que le prix de l'électricité va augmenter? Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a à la fois les taxes, il y a le prix de l'électricité, puis il y a l'acheminement. C'est vrai que sur l'acheminement, on doit opérer une mutation de notre réseau dans les années à venir. Donc pour sortir, comme RTE le disait tout à l'heure, du système centralisé, avec les ENR, c'est vrai qu'on va vers un système décentralisé. Mais il n'y a pas seulement ça. Notre réseau, il est aussi d'après-guerre. Donc en fait, il faut qu'on rénove notre réseau. Voilà. Donc c'est pas seulement les ENR qui vont faire que le prix de l'électricité va augmenter. D'ailleurs, les ENR contribuent à maîtriser l'augmentation du prix de l'électricité. En 2022, pendant la crise énergétique, les renouvelables, via leur système de contrat avec l'État, ont contribué à une très grande partie du bouclier tarifaire. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, c'est plus comme une garantie pour l'État, les énergies renouvelables, de pouvoir absorber les crises. Hors crise, l'État, via le contribuable, vient effectivement... garantir un revenu pour les énergies renouvelables, mais dès lors qu'on est en crise et qu'on sort d'un niveau très acceptable de prix de l'électricité, les énergies renouvelables rendent l'argent, ils remboursent la différence. Donc c'est sur le prix de l'électricité, l'énergie renouvelable est plus vue comme un tampon. Et après, effectivement, on opère une transition énergétique, le coût de l'électricité va peut-être augmenter, mais il faut le comparer en fin de compte au futur prix du gaz et du pétrole, en fin de compte, et des fossiles importés. Donc, faut comparer les bonnes choses pour pouvoir tirer les bonnes conclusions.
Et sur la question d'un système libéralisé, est-ce que ça limite la visibilité qu'on peut avoir sur les investissements, justement, le coût de l'énergie au final? On espérait que tu oublierais la question, mais je vais essayer de répondre. Moi, ma carrière professionnelle a démarré avec un poste au ministère de l'Industrie au moment de la transposition de la directive. Donc, je suis tombé dans la potion là, tout petit. Je pense que je ne vais pas faire un plaidoyer pour la libéralisation. Le bilan, on peut en discuter des heures. Est-ce qu'il est positif, négatif pour le consommateur français, pour le système électrique français? Je crois que de toute façon, il s'inscrivait dans une volonté de construction européenne, et donc ça renvoie à ce débat-là. Est-ce qu'on voulait construire une Europe de l'énergie et de l'électricité ou pas? Et de ce point de vue-là, on peut quand même considérer que ça a progressé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui une vraie intégration européenne de l'électricité, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Voilà. Encore une fois, on peut avoir le bilan des deux côtés. Et ensuite, penser que si on ne l'avait pas fait, on aurait beaucoup moins de problèmes aujourd'hui, qu'on aurait pu continuer comme on faisait avant sans difficulté, c'est aussi une illusion. Voilà, je crois que de toute façon, le système électrique, c'est quelque chose qui vit, qui évolue face aux attentes sociétales, au vieillissement d'infrastructures, aux exigences de décarbonation aussi. Donc de toute façon, la libéralisation, moi je crois aussi qu'elle a permis de mobiliser tout un tas d'acteurs, une créativité de PMI, PME, d'innovation qu'on n'aurait peut-être pas eu ou pas au même niveau en gardant un ancien système un peu plus lourd. Mais voilà, ça c'est une conviction personnelle. Après, je pense que les ENR, en fait, de toute façon, si on veut décarboner et si on veut avoir plus de souveraineté, c'est clair qu'il faut développer les ENR. Voilà. Après, l'intégration des ENR, forcément, elle a un coût. Après, à qui on fait porter le coût? Moi, j'ai toujours considéré, pour ma part, que le réseau, c'était un lien qui réunissait tout le monde. C'était utile à la collectivité, et j'ai toujours considéré que c'était pas tout à fait logique que ce soit simplement en fait les opérateurs de réseau qui doivent payer pour intégrer en fait finalement une production, quoi. Et si on incite en fait les producteurs d'énergie à prendre leur quote-part dans l'adaptation du réseau, peut-être que derrière, finalement, la hausse du coût de l'électricité répercutée, elle ne sera pas si forte que ça. Voilà. En fait, après, derrière, c'est des choix aussi politiques, hein, voilà, tout simplement, quoi. Enfin, une petite précision là-dessus, c'est le cas si vous installez du photovoltaïque chez vous, du coup. C'est pris en charge par les gestionnaires de réseau, parce que ça permet à faciliter l'accès à chacun à mettre des panneaux solaires sur son toit. Par contre, dès lors qu'on fait des installations de taille industrielle, c'est bien les producteurs qui payent l'accès au réseau via le système de quote-part et qui payent leurs propres ouvrages propres. Ça finance à peu près 75% des coûts nécessaires à intégrer les énergies renouvelables. Voilà, pour préciser. Peut-être qu'on va prendre une dernière question. Allez, la dernière. Donc une question qui porte sur la robustesse, ou pour utiliser un terme plus à la mode, la résilience du réseau et du système électrique en général, face à un contexte où on multiplie les installations de production, hein, et je crois qu'il y a à peu près plus d'1 million de producteurs aujourd'hui en France, hein, essentiellement des particuliers, et les thèmes qui sont visés au travers de cette question, c'est surtout les cyberattaques. Est-ce que ça devient un point de fragilité de plus en plus important, ou au contraire, est-ce que ça n'a aucun rapport? Et puis aussi des questions en lien au recours à des matériaux critiques, hein. Je pense qu'on peut penser aux panneaux aux batteries, voire aux panneaux photovoltaïques. Voilà, c'est ces questions de résilience liées à cette évolution là de notre système électrique. Enfin, sur la cybersécurité, j'ai pas forcément beaucoup d'éléments à apporter là-dessus, surtout sur les installations diffuses. Sur les grosses installations, c'est les mêmes normes. Il y a des normes européennes, et d'ailleurs la Commission de régulation de l'énergie, avec le CNIL, régulièrement ils inspectent. Il y a des normes à respecter, quoi. Donc c'est à peu près la même chose que pour les autres infrastructures d'utilité publique ou
Enfin voilà, donc c'est normé. Et d'ailleurs, ils vont faire un grand test grandeur nature en fin d'année où chaque centrale, qu'il souhaite, peut rentrer dans un programme pour se faire subir une cyberattaque. Donc ça, c'est en tout cas pour les grosses installations. Pour les installations résidentielles, du coup, c'est quasiment le même sujet qu'auparavant. Si jamais on a du photovoltaïque ou non sur son toit, quoi. Donc, il n'y a pas particulièrement il y a des normes, il y a des règles européennes, il y a des lois, et derrière c'est appliqué, quoi. Bon, moi, je voudrais pas créer un mouvement de panique, hein, mais tous les onduleurs en fait qui sont fournis sur le marché en fait peuvent être interconnectés. Bon, en fait, en Espagne, ils ont rapidement annoncé que c'était pas une cyberattaque, hein, quand même. Hein. Mais bon, déjà, aux États-Unis, ils ont quand même signalé que dans les onduleurs, en fait, il y avait un certain nombre de composants de communication qui n'étaient pas déclarés. Après, comme je dis, hein, c'est vrai que tous les onduleurs peuvent être connectés depuis la Chine, et que donc aujourd'hui, quand on voit la multiplication d'onduleurs chinois, on pourrait imaginer le pire. Enfin, aujourd'hui, voilà, ça n'a jamais été non plus démontré, quoi. Allez, peut-être. Moi, je vais juste parler peut-être des matériaux critiques, parce que pour la deuxième partie de la question, oui, effectivement, de toute façon, je pense pour les matériaux critiques ou les matériaux rares aujourd'hui, donc on a parlé tout à l'heure du recyclage, donc c'est quand même un élément important. Et je reviens quand même sur un point qui est sur l'industrialisation, parce qu'on parle de matériaux critiques, on doit parler également d'industrialisation. Aujourd'hui, si on veut repartir sur une réindustrialisation, il faut quand même qu'on pense à toute la partie supply chain qui va avec. Et la supply chain, ça va dans le choix et l'utilisation et l'exploitation de mines par rapport aux matériaux critiques qui sont déjà existants. C'est le premier élément. Il y a la question de recyclage et les questions aussi d'encouragement de tous les fabricants qui puissent venir s'installer chez nous. Philippe, oui, peut-être simplement. Le nombre est un sujet, c'est pas forcément le sujet. Il y a énormément d'installations de consommation raccordées. Il y a des moments où on s'inquiétait en se disant, oh là là, Coupe du Monde, si tout le monde ouvre le frigo en même temps, ça va faire un choc sur la fréquence. Est-ce que notre système est résilient ? Non, après, blague à part, sur les onduleurs, où il y a un vrai sujet, on sait que le ministère de l'économie s'y intéresse. Et que c'est un sujet de préoccupation. Non pas qu'on ait des preuves qu'il y a un vrai problème, mais effectivement, des équipements de ce type-là qui sont connectables à Internet parce que c'est plus facile pour faire des mises à jour ou ce genre de choses, ça alerte aussi en disant, tiens, si quelqu'un de mal intentionné prenait le contrôle et il leur faisait faire n'importe quoi en même temps, qu'est-ce que ça donne ? Donc oui, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Très bien, merci à tous. Merci à tous les intervenants. Merci. Cet échange très constructif et merci aussi à vous pour vos questions, votre participation à l'Univers Shifté. Du coup, voilà, cette table ronde clôture l'Univers Shifté. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et qu'on vous retrouvera l'année prochaine. Si les problématiques du CT Énergie Si les problématiques de l'énergie vous intéressent et que vous voulez rejoindre le CT Énergie des Shifters, n'hésitez pas donc à nous contacter à ct-energy@theshifter.org et Théo sera ravi de vous accueillir.